Bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai l'impression. Donc, bienvenue à cette table ronde sur l'emploi, intitulée donc le défi de l'emploi en 2024. Et donc, on a effectivement un défi là maintenant, nous, pendant l'heure et demie qui suit, c'est qu'on va essayer tous ensemble de comprendre ce qui s'est passé sur le marché du travail depuis la pandémie et qui est, en fait, vous le verrez pourquoi, au fil des interventions des différents intervenants, est assez exceptionnel. Hein. Ça fait 3 ans qu'on a une situation assez inédite sur le marché du travail, notamment parce que le chômage n'a pas augmenté alors que l'activité elle a considérablement diminué. Donc on essaiera de comprendre pourquoi la croissance de ces dernières années a été plus riche en emploi qu'on aurait pu l'attendre. Donc pour donner quelques chiffres, en fait quand on dit la croissance est plus riche en emploi, ça veut dire que pour un même niveau d'activité dans l'économie française, l'économie a créé plus d'emplois. Donc, pour donner un chiffre, la valeur ajoutée du secteur marchand est 2% aujourd'hui au-dessus de son niveau pré-crise, donc pré-crise sanitaire, mais l'emploi, lui, est 6,5% au-dessus. Donc ça signifie qu'à l'heure actuelle, on a besoin de environ 780 000 salariés en plus pour produire la même chose qu'en 2019. Donc on commencera par un petit retour en arrière rapide pour, je le disais, comprendre ce qui s'est passé depuis la pandémie. Mais l'idée c'est que voilà, tout ça nous sera utile pour ensuite comprendre ce qu'on peut attendre pour les 6 mois, voire l'année à venir, donc pour 2024, voire on parlera aussi un peu de 2025. Est-ce que le chômage risque de remonter? Est-ce que l'objectif de plein emploi, donc d'avoir un chômage à 5%, est un objectif atteignable? À quelles conditions est-ce que c'est atteignable? Donc voilà, c'est toutes les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Donc vous avez l'occasion de poser vos questions dès maintenant en les envoyant au numéro qui s'affiche sur la slide juste derrière moi. Et donc on laissera un temps après les discussions en panel pour y répondre. Donc vous pouvez les envoyer dès maintenant, ou j'imagine que la discussion en suscitera d'autres, en tout cas je l'espère. Donc pour commencer sans plus attendre, je me tourne vers vous, Jean-Luc Tavernier, dans un premier temps. Donc vous êtes directeur général de l'INSEE, l'Institut national des statistiques. Est-ce que vous pouvez nous refaire un peu le film des évolutions récentes sur le marché du travail? Qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes lignes depuis 3 ans et qu'est-ce que vous entrevoyez pour les 6 prochains mois? Est-ce que vous prévoyez finalement une poursuite de la tendance ou est-ce qu'on est là à un point de bascule et si oui, pourquoi? D'accord. Merci. Alors j'ai un petit diaporama, je ne sais pas si parce que peut-être que quelques courbes aident à illustrer le propos. Il apparaît, c'est bon. Ça tourne. Alors j'attaque. Mais voilà. Parfait. Ok. Donc effectivement, je vous présente quelques chiffres qui illustrent la situation qu'on vient d'exposer, qui est assez inédite depuis presque 4 ans que le Covid a fait son apparition, où on a un emploi qui nous surprend par son dynamisme au regard de l'activité. Alors ça se voit bien sur ce graphique-là, vous avez trimestre après trimestre, les barres bleues, c'est la hausse, c'est les créations d'emplois, l'évolution des emplois salariés dans le secteur privé, trimestre après trimestre, depuis le début de 2019. Alors vous avez la baisse forte en 2020, c'est le premier confinement. Après ça remonte, mais ça fait beaucoup plus que rattraper, puisque vous avez tout un tas de trimestres en 2021, 2022, et jusqu'au début de 2023, vous avez des créations d'emplois qui sont chaque trimestre 100, 200, voire 300 000 emplois. Au total, ça fait qu'entre l'avant-Covid, fin 2019, et puis aujourd'hui, en 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi, presque 4 ans, on a créé 1,2 million d'emplois salariés dans le secteur privé, 100 000 dans le public, ça fait 1,3 million en tout. 1,3 million, c'est ce qu'il avait fallu. Il avait fallu 10 ans avant pour avoir la création d'emplois de 1,3 million de la fin 2009 à la fin 2019. Donc on a fait, depuis la fin 2019, ce qu'il avait fallu 10 ans pour le faire auparavant. Ça se voit sur nos indicateurs de climat conjoncturel quand on demande aux entreprises ce qu'il en est. On demande aux entreprises chaque mois ce qu'elles pensent du climat conjoncturel, de leur activité, puisqu'elles pensent du climat de l'emploi. Et vous avez 2 courbes. En bleu, c'est l'activité. En rouge, c'est l'emploi, ce qu'elles entendent faire comme embauche, notamment.
qui sont très très similaires, très parallèles, sauf de ces dernières années. Alors on voit la chute, c'est le Covid, le premier confinement. Après il y a la remontée, le climat d'activité a été assez haut. Il s'est dégradé très progressivement au cours des 2-3 dernières années, pendant que le climat de l'emploi, jusqu'il y a quelques mois, restait très élevé. Et effectivement, les entreprises elles-mêmes disaient vouloir davantage embaucher que ce qu'elles percevaient comme activité. Et elles déclaraient d'ailleurs, on le sait, je n'ai pas de mille graphiques, mais on le sait assez, dans beaucoup de secteurs, d'énormément de difficultés de recrutement. Cette forte création d'emplois, elle ne s'est pas faite au détriment de la qualité de l'emploi, enfin avec les indicateurs dont on dispose. On peut regarder la courbe bleue, c'est la part des CDD et intérim. Donc l'emploi plus précaire, il n'a pas explosé. La courbe rouge, c'est la part des personnes qui se disent en sous-emploi, notamment celles qui sont en temps partiel subi, qui voudraient travailler plus longtemps. Et elle a plutôt même baissé. Donc il n'y a pas eu d'effet préjudiciable, je dirais, sur la qualité de l'emploi. Et ça donne sur le taux de chômage cette courbe-là. Le fameux renversement de la courbe du chômage, il a eu lieu en 2015. Il a baissé ensuite assez régulièrement et assez fort finalement jusqu'à arriver avant Covid, à des niveaux inférieurs à 8%. Et maintenant même, on est descendu en début d'année à quelque chose qui était près de 7 points, 7% de taux de chômage. C'est le minimum qu'on a atteint fin 2007, début 2008. Et c'est ce qu'on a fait de mieux dans les 40 dernières années. Et ça remonte, du reste, le dernier point, on l'a publié ce matin, tôt, 7h30, c'est 7,4, donc le dernier point qui manque sur le graphique pour le troisième trimestre. Il serait un petit peu à la hausse, ce qui va nous amener un peu à l'occasion de prospective, où nous, pour répondre à la question, à l'INSEE, on s'arrête à des prévisions de 3-6 mois. Et donc, à cet horizon-là, on prévoyait que l'emploi ne s'accroisse plus, comme il s'est accru pendant des trimestres et des trimestres, voire qu'il baisse très légèrement, et que le taux de chômage remonte très graduellement de 0,1 par trimestre. Et on ne va pas au-delà. Alors, pour revenir maintenant sur le mystère de la productivité, c'est le graphique suivant. Ça, vous avez donc la productivité. Il y a deux indicateurs de productivité. On peut regarder la productivité, donc l'activité, ce qu'on produit par salarié, c'est le rouge, ou par heure travaillée, c'est le bleu. Bon, c'est très parallèle, sauf qu'il y a des évolutions particulières de durée du travail ou d'absentéisme ou de choses comme ça. Donc ça s'est écarté pendant le Covid, puisqu'il y avait des gens qui étaient payés sans pouvoir aller travailler, et il y avait l'activité partielle. Donc les deux courbes se sont écartées. Elles sont revenues maintenant, vous le voyez sur les dernières périodes, à nouveau très parallèles. Et donc ce qui est frappant, c'est que les niveaux, donc que ce soit pour la productivité par tête ou par salarié, sont très très en deçà de ce qu'ils avaient fin 2019, avant le Covid. Donc c'est 4,6% pour la productivité horaire. Et si vous imaginez que la productivité aurait pu croître tendanciellement un petit peu pendant cette période, en fait on a 7% d'écart au sentier de productivité qu'on aurait pu espérer. 7% à expliquer, ce qui est inédit, ce qui est vraiment considérable. Alors, moi je vais ouvrir après le débat en donnant quelques pistes, mais je sais que les orateurs suivants, sans doute, en illustreront certaines d'entre elles, pour expliquer voir quels peuvent être les facteurs, quels sont les arguments potentiels pour expliquer cette forte baisse de productivité. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la productivité, elle ralentit tendanciellement depuis 40-50 ans. Chaque décennie, on a moins de gains de productivité dans l'économie, et ce n'est pas spécifique à la France. En France, on a eu spécifiquement une volonté d'enrichir la croissance, le contenu de la croissance en emploi, donc de baisser la productivité en baissant le coût du travail au niveau du SMIC pour plus qu'il y ait cette barrière au chômage des à l'emploi des non qualifiés, et cet important chômage des non qualifiés. Ça a marché, donc ça devait avoir un effet négatif sur la productivité, c'était le revers de la médaille, mais c'est un peu dans la plupart des pays européens qu'on voit cet affaiblissement de la productivité. Et une question que je pense qu'il faut se poser, qu'on se pose peut-être pas assez, c'est est-ce que c'est pas le reflet de nos préférences collectives ? C'est-à-dire qu'on a moins envie de croître parce qu'on fait plus attention à la prévention de toutes sortes de risques, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, parce qu'on a des préoccupations environnementales. Donc on dit toujours dictature du PIB, etc. Et est-ce que c'est pas tout simplement, non, autre chose, c'est que dans nos politiques, de manière générale, la croissance n'est plus l'impératum qu'il était précédemment. Alors après, au-delà de cette question un peu générale, si on regarde plus spécifiquement ces dernières années, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer qu'on ait cette chute de la productivité ?
Il y a un truc qui est très bien documenté, très bien identifié, qui est arithmétique, c'est l'évolution très rapide de l'apprentissage. C'est le nombre d'apprentis, notamment dans l'enseignement supérieur, mais pas que, c'est 1/3 des créations d'emplois depuis la fin 2019. Et les apprentis, ils comptent pour 1. Et ils produisent comme des apprentis, quoi. Donc ça a un effet sensible au maximum par rapport aux 7% qu'on avait expliqué, c'est 1/3. Mais ça doit être autour de cet ordre de grandeur-là. Bon, il reste quand même quelque chose d'important à expliquer, même quand on a tenu compte de cette question de dynamique de l'apprentissage. Et alors les facteurs dont on peut parler, c'est comme il y a beaucoup de rotation de main-d'œuvre en ce moment, que les jeunes sont moins productifs que quand ils arrivent dans un poste, que lorsqu'ils ont de l'expérience. Bon, ça peut jouer un petit peu. Moi, je trouve l'explication un peu circulaire, elle ne me plaît pas tellement, mais enfin, c'est un facteur qui existe. Une explication que je pense Eric va développer, il en est spécialiste à l'OFCE, c'est le fait que dans la crise, on a beaucoup aidé les entreprises pour qu'elles ne disparaissent pas dans la crise Covid. On a eu tellement peur des cessations d'entreprises qu'on a mis beaucoup d'argent et qu'on est allé même de l'autre côté du cheval, puisqu'il y a eu en fait beaucoup moins de destruction d'entreprises que dans une période normale. Et donc, il y a des entreprises qu'on qualifie, c'est un peu méchant, hein, de zombies, c'est-à-dire des entreprises qui, sans ça, auraient disparu parce qu'elles n'auraient plus été profitables et qui sont moins productives, et ça peut se chiffrer. Il y a parfois, je lis dans la littérature, des gens qui se disent qu'il y a des effets de composition sectorielle parce que dans la période post-Covid, il y a eu à un moment donné un retour de volonté de consommer des biens industriels, puis les services qui sont repartis quand la jauge des services, quand les limitations à l'activité dans les services du fait de la crise sanitaire se sont dissipées. Très franchement, je me paraît de second ordre, parce que quand on regarde la structure de l'économie aujourd'hui, elle n'est pas assez différente de ce qu'elle était avant le Covid. Là, je tourne, c'est ma dernière slide, je pense. Il en reste 4 de facteurs. Le premier de cette page, c'est des entreprises qui ont pratiqué de la rétention de main-d'œuvre, c'est-à-dire qui avaient moins d'activité, mais qui ont préféré garder leur main-d'œuvre, parce qu'elles avaient moins d'activité pour des raisons temporaires. Alors, le cas typique, c'est EDF, dont les centrales nucléaires ont eu des tas de problèmes, qui produit moins d'électricité et qui a le même nombre de salariés. Mais ça existe aussi dans certaines industries, par exemple les industries de transport, de matériel de transport, automobile, aéronautique, ont eu à faire face à beaucoup de difficultés de recrutement, n'ont pas pu produire au même rythme que d'habitude, et pourtant elles n'ont pas débauché leurs effectifs. Ça peut se justifier, ça peut se documenter, ça fait quelques dixièmes. Il y a une explication que moi je mets parfois en exergue, c'est qu'on a qui n'est pas liée au Covid et aux périodes récentes, mais plutôt à une politique plus ancienne. C'est qu'on a voulu, depuis plusieurs années, réduire les coûts de licenciement, réduire les coûts de séparation, les coûts de séparation des contrats de travail, parce qu'on savait, on se disait, on pensait, et les entreprises le disaient, que la peur du coût du licenciement était un obstacle à l'embauche. Et donc quand on avait un peu d'activité mais qu'on n'était pas trop sûr, plutôt que d'embaucher, on attendait d'être sûr parce qu'on avait peur de débaucher ensuite. On a fait beaucoup de choses pour réduire ce coût et la perception qu'en avaient les entreprises. Et ça, normalement, l'effet de ça doit être moins de productivité. Ça doit être de pouvoir embaucher à un seuil d'activité inférieur. Il y a un troisième, avant-dernier facteur qui peut exister, qui est simplement moins de travail au noir, plus de travail déclaré, qui apparaît dans nos statistiques. Il est vrai que pour profiter des aides Covid, il fallait être déclaré. Donc peut-être que cet épisode a montré qu'il y avait quand même des intérêts qu'on n'imaginait pas à être déclarés. Peut-être aussi que le rapport de force entre employeurs et salariés fait qu'on recourt moins au travail au noir. Donc ça peut exister, même si les équipes trouvent que ça ne peut pas faire des 1000 et des 100. Et puis une question, mais je te laisse Eric en parler, d'absentéisme. On sait qu'il y a plus de recours aux indemnités journalières aujourd'hui qu'auparavant, et donc il peut y avoir un effet un peu de ce type. Voilà. Merci beaucoup pour ces premiers éclairages très riches. Donc, Eric Heyer, vous allez compléter ce constat. Donc, vous êtes directeur du département d'analyse et de prévision de l'OFCE, donc l'Observatoire français des conjonctures économiques. Donc, vous allez compléter ce constat. Et pour le volet prospectif, l'OFCE réalise des prévisions un peu au-delà de 6 mois. Donc, vous avez récemment publié un travail pour l'année 2024 dans lequel vous notez que l'année 2024 serait celle du retournement de la courbe du chômage. Donc, on a parlé du retournement à la
baisse tout à l'heure. Là, ça serait un retournement à la hausse. Pourquoi et quelle ampleur ça pourrait prendre? Oui, merci, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais reprendre une grande partie de l'analyse de Jean-Luc, donc je vais aller un peu vite sur le constat. On travaille sur les données de l'INSEE, donc de toute manière, c'est eux qui nous fournissent l'information. Il y a des toutes petites différences avec ce que vous a présenté Jean-Luc Tavernier, parce qu'on s'arrête au deuxième trimestre, parce que c'est une prévision qu'on a effectuée en début d'année, enfin en milieu d'année, on n'avait pas le troisième trimestre. Et parce qu'on a fait une analyse sectorielle et on a essayé de comprendre, pour entrer dans les effets de composition, les différents sectoriels. Et donc, il y a certains secteurs qui n'avaient pas l'information disponible. Et notamment, on a pris aussi les données de la Banque de France sur les défaillances d'entreprises. Et puisqu'on ne disposait pas de toutes les données, donc c'est pour ça que c'est un champ un tout petit peu restreint, mais qui représente 95% de l'économie. Donc, c'est des chiffres qui correspondent à peu près à ce qu'on a dit. Donc, allez, le point de constat, c'est que, comme l'a dit Jean-Luc, aujourd'hui, on produit 2% de plus, si vous voulez lire que la colonne Total Marchand, mais si c'est les secteurs qui vous intéressent, vous pouvez regarder les autres colonnes, mais on produit 2% de plus qu'il y a 3 ans et demi. Et compte tenu des tendances de productivité qu'on avait avant, en gros, un salarié en 2019, sur les tendances récentes, produisait 0,9 de plus, nos modèles, d'accord, nous donner plutôt des destructions d'emplois. Donc, vous voyez, un salarié de 2019, aujourd'hui, devrait produire 3,1% de plus qu'avant la crise, puisqu'il n'y a que 2% de croissance. Les entreprises auraient dû détruire 180 000 emplois. Et comme a indiqué Jean-Luc, ils n'ont pas détruit 180 000 emplois, ils en ont créé 1 126 000, d'accord. Et donc, ce qu'on essaye de comprendre, nous, comme d'autres, c'est 1,3 million de salariés de trop, en fait, dans les salariés compte tenu de l'activité. Et donc, vous voyez, la perte de productivité, c'est le 6,5%, d'accord, d'embauche pour produire 2, donc c'est une perte de 4,5. Donc, vous voyez, si vous avez une perte de 4,5 de productivité, alors on peut voir la phase positive, c'est bien, avec peu de croissance, on crée beaucoup d'emplois, et même en récession, on pourrait créer des emplois, c'est un peu ce que ça nous dit. La phase caché de cela, c'est qu'il faut bien que quelqu'un paye cette perte de productivité. Et donc, vous voyez, si vous voulez un partage de la valeur ajoutée équilibré, il faut que les salaires réels baissent de 4,5%. Et donc, c'est pas évident de dire à son salarié, écoute, tu es moins productif, donc on va te baisser ton salaire réel de 4,5%. Donc, il faut s'assurer que c'est bien une perte de productivité avant d'aller dans les négociations avec cette cible-là. Alors, c'est sûr que l'inflation peut aider, d'accord. Avec 6% d'inflation, ça veut dire que les salaires nominaux doivent progresser que de 1,5%. Donc là, l'inflation peut un peu aider, mais oui. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est ce 1,3 million. D'accord. Alors, quelles sont les pistes? Mais en gros, je vais reprendre les pistes de Jean-Luc, mais essayer de les quantifier et de dire, selon l'OFCE, en quoi ces pistes peuvent contribuer à l'explication de cet enrichissement de la croissance en emploi. Donc la première piste, c'est la durée du travail. Donc elle avait fortement chuté pendant la crise. Donc c'est pas le salarié, c'est pas la productivité horaire qui avait chuté, c'était la productivité par tête. On travaillait moins longtemps, on produisait moins. Donc là, aujourd'hui, effectivement, la dernière donnée nous fait revenir au niveau d'avant-crise. Alors on peut se dire ça doit plus rien expliquer. Alors bon, après il y a des éléments puisque notre analyse est sectorielle. Il y a des secteurs qui sont encore en dessous, il y a des secteurs qui sont encore au-dessus, puisque le lien entre durée du travail et emploi n'est pas le même par secteur. On verra qu'il y a encore un tout petit effet de la durée du travail, mais il y a tout de même un élément qui nous semble un peu bizarre dans les chiffres de durée du travail, c'est que le taux d'absence. Alors, moi, je préfère dire taux d'absence parce que je me fais souvent reprendre par les partenaires sociaux quand on dit absentéisme. Mais bon, quand les taux d'absence sont encore élevés. Effectivement, on a un taux d'absence qui est encore très élevé, d'accord. Alors, il était normal que le taux d'absence augmente pendant la crise sanitaire. On était réellement malade. C'était pas l'absentéisme. Et ensuite, on pensait qu'une fois vacciné, on allait revenir sur les taux d'absence un peu standards. Eh ben non, on est revenu en 2022 sur des taux d'absence aussi élevé qu'au cours de la crise sanitaire. Et donc ça, on est un peu surpris de ne pas le voir dans la durée du travail. Donc ça veut dire qu'il y a des heures, peut-être des heures supplémentaires, mais on ne le voit pas non plus. Bon, il y a encore ce petit lien, mais ce n'est pas utilisé dans notre étude parce qu'on n'a pas ces taux d'absence par secteur. Et ça, pour notre économétrie, c'était indispensable. Mais allez, quand même, on a de l'information. C'est plutôt dans les services où les taux d'absence ont fortement augmenté, alors que dans l'industrie, finalement, il y a assez peu d'absence. En tout cas, ces taux d'absence ont été plutôt maintenu. Donc première piste, la durée du travail, mais ça ne semble pas être la piste principale. Deuxième piste, que n'a pas évoqué Jean-Luc, alors on a essayé de le mettre, vous voyez, dans une équation, quand vous essayez de comprendre l'emploi, il y a bien un lien entre l'emploi et son coût, d'accord ?
plus le coût du travail est élevé, moins les entreprises vont créer de l'emploi. Vous voyez, vous avez cette courbe sur le coût du travail. Alors c'est quoi le coût du travail? C'est toutes les rémunérations, y compris cotisations, et vous le ramenez au prix de production. Et donc, habituellement, vous aviez des rémunérations qui progressaient de 0,8% de plus que les prix de production. Et ça, c'est ça qui permettait le partage de la valeur ajoutée, puisque la productivité était des gains de 0,8. Donc, c'était ça. Et là, on voit qu'aujourd'hui, on est en dessous du niveau d'avant-crise. C'est-à-dire que non seulement on n'est pas sur la tendance, mais on est en dessous. Donc, peut-être qu'effectivement, les rémunérations ont progressé moins vite que les prix de production, et peut-être qu'il est plus avantageux aujourd'hui pour les entreprises d'embaucher plutôt que d'investir ou faire du capital dans leur fonction de production. Le troisième élément, c'est l'apprentissage. Ça a été dit par Jean-Luc. On était à 300 000 apprentis, on est passé à 900 000. On verra si, dans une analyse un peu plus économétrique, comme l'a dit Jean-Luc, il y a un ratio de 1. On verra que non. Il y a peut-être un peu des effets de substitution. Moi, entreprise, je voulais embaucher, d'accord, mais j'ai plutôt pris des apprentis. Donc attention, un apprenti a pu aussi enlever un salarié normal. Donc peut-être que l'élasticité n'est pas de 1, le lien n'est pas de 1 entre l'apprentissage et l'emploi. Dernier élément, ce qui a été dit par Jean-Luc, c'est les défaillances d'entreprise. Alors, ce qu'on veut, c'est toutes les aides apportées par l'État pendant la crise Covid. Et celles qui restent aujourd'hui, c'est plutôt les PGE. D'accord ? C'est les prêts garantis par l'État. Donc, vraiment, un ordre de grandeur. Il y a eu 143 milliards de prêts garantis par l'État qui ont été distribués. Et jusqu'à présent, on a commencé à les rembourser, mais que fin 2022. Et aujourd'hui, on est à peu près à un tiers de remboursement. Et on peut considérer que c'est les entreprises qui se portent bien qui ont remboursé. Mais attention, effectivement, ces PGE ont permis de sauver sans doute des entreprises, donc Jean-Luc a appelé zombies. D'accord ? C'est un peu l'appellation de la DG Trésor aussi. Prenons celle-ci, même si elle n'est pas très belle. D'accord ? Donc c'est à la fois des entreprises qui auraient dû faire faillite et qui n'ont pas fait faillite. Vous voyez, si vous voulez avoir l'ordre de grandeur, c'est normalement 53 000 faillites. Ça, c'est les données de la Banque de France. 53 000 faillites en moyenne chaque année. Normalement, en période de crise, ça monte, et en période où ça va mieux, ça baisse. Et là, on a connu la plus grande crise, et les défaillances sont tombées jusqu'à 28 000, 29 000. Donc, voilà, c'est à peu près, selon une évaluation un peu de l'OFCE, on est à peu près à 110 000 entreprises qui auraient dû faire faillite et qu'on a sauvées. Bon, peut-être qu'effectivement, avec le remboursement des PGE, ces entreprises vont défaillir et l'emploi qui a été maintenu va disparaître. Mais notre indicateur est plus large que les défaillances. Vraiment, il y a des entreprises qui ont touché le PGE aussi, et on peut considérer qu'elles n'étaient pas zombies, mais ça leur donne de la trésorerie, et cette trésorerie, ça leur permet de maintenir de l'emploi un peu plus qu'habituellement, ou même créer de l'emploi. Donc ça va au-delà des défaillances, c'est un effet plus global d'aide aux entreprises. Alors quand je quantifie tout cela, alors regardons que la colonne totale, vous voyez, on cherchait 1,3 million de salariés, vous voyez qu'effectivement la durée du travail en bleu, ça explique pas grand-chose, ça explique 150 000, mais ça va disparaître, c'est un petit résidu qui est encore là, mais ça, allez, on peut considérer que c'est marginal et que ça n'existera plus dans nos prochaines évaluations. L'effet coût du travail, c'est le vert, c'est aussi marginal en fait, c'est 130 000 emplois, ça aussi, on peut considérer que ça ne va pas durer parce que les rémunérations commencent à progresser plus vite que les prix de production, et donc ce qu'on a gagné d'un côté, on va le perdre de l'autre, et donc ces deux premiers éléments, ceux d'en bas, ça va disparaître. Et donc ça, c'est important pour notre prévision, c'est qu'on remet une rémunération qui progresse plus vite que les prix de production et une durée du travail qui se maintient. Alors ensuite, l'effet apprentissage, vous voyez, c'est pas un effet 1 pour 1, c'est pas parce qu'on a créé 600 000 apprentis qu'on a créé en fait qu'on a un effet emploi de 600 000. Au contraire, on voit qu'on a à peu près une élasticité de 0,5, c'est-à-dire qu'il y a un peu de substitution. Les entreprises ont utilisé une partie de cet apprenti pour ne pas embaucher par ailleurs. Donc, en tout cas, c'est ce qui ressort de notre analyse. Allez, c'est 250 000 qui seraient liés à l'apprentissage. Restent les effets qu'on a mis pendant la crise. D'accord, tous les effets d'aide, ça représente quasiment 300 000 emplois. D'accord, donc c'est tous ces PGE qui, là aussi, normalement, devraient disparaître. On est en train de rembourser les PGE, donc ces effets positifs vont disparaître au fur et à mesure. À quelle vitesse cet ajustement va avoir lieu, on n'est pas trop sûr, mais allez, globalement, ça ne devrait pas non plus perdurer. Mais ce que l'on voit dans cette analyse, c'est qu'il y a quand même une grosse partie qu'on n'explique pas. Vous voyez, dans le total, il y a 481 000 sur 1,3 million. Allez, c'est un gros tiers qu'on n'explique pas.
Donc ça peut être tout ce qu'a dit Jean-Luc, par ailleurs, de la rétention de main-d'œuvre, des effets liés aux réformes précédentes, etc. Mais on n'a pas de données bien chiffrées, sectorielles, pour essayer de le quantifier. Ce qui est intéressant, c'est regarder ce qui s'est passé secteur par secteur. Alors après, il y a les sous-secteurs des services, il y a 7 sous-secteurs, mais on voit qu'on arrive à expliquer, avec ces 4 éléments, quasiment toute l'intégralité de ce qui s'est passé dans les services. D'accord ? Le résidu est tout petit, il y a 3000, allez, on va dire que c'est 0. Donc, on arrive avec ces facteurs-là à expliquer les soi-disant pertes de productivité. D'accord ? Ça ne serait pas du tendanciel. En revanche, on n'explique quasiment rien dans l'industrie et dans la construction. Donc c'est assez intéressant de se dire que finalement, allez, tous peut-être les pistes de Jean-Luc, en fait, seraient peut-être à mobiliser pour comprendre ce qui s'est passé dans l'industrie et la construction, alors notamment sur le travail au noir, ça c'est possible qu'effectivement, dans la construction, il y en ait un peu plus, sur les travailleurs détachés, potentiellement aussi, ça serait plutôt dans la construction. Et dans l'industrie, c'est la rétention de main-d'œuvre, c'est ce qu'a dit Jean-Luc, c'est-à-dire que globalement, il y avait des problèmes d'approvisionnement. On n'allait pas licencier en fonction des pertes de valeur ajoutée parce qu'on savait que la pièce allait arriver et que la main-d'œuvre qui est qualifiée d'une certaine manière dans cette industrie, c'est une denrée rare et qu'aujourd'hui on garde cette main-d'œuvre même si ça nous coûte un peu cher à court terme parce qu'on sait qu'on a des carnets de commandes et qu'on va produire demain. Donc vous voyez, mais ça on n'a pas exactement réussi à le quantifier. Alors si on en vient maintenant à la projection, vous comprenez qu'on, vous voyez, une façon de quantifier, c'est-à-dire que vous voyez, c'est le cycle de productivité, c'est-à-dire la productivité aujourd'hui par rapport à sa tendance, on a perdu, c'est ce qu'a dit Jean-Luc, quasiment 7 points. Bon, est-ce qu'on les a perdus définitivement ? Nous, on pense que non, d'accord, pour les raisons, parce que effectivement la durée du travail va arrêter de porter ses fruits, parce que le coût du travail va revenir à sa normale, parce que les aides aux entreprises vont également revenir à leur normale, et donc du coup, ce qu'on a sauvé, finalement, vont être détruits dans les trimestres à venir, et donc on va avoir des gains de productivité au-dessus de la tendance. Et vous voyez, ce qu'on a fait à l'OSE, c'est pas, nous semble-t-il, quelque chose de déraisonnable dans le sens où si on avait laissé nos instruments, on aurait eu un ajustement beaucoup plus rapide. On considère qu'on va regagner un tiers de ce qu'on a perdu à l'horizon de fin 2024. Ça, malheureusement, si vous regagnez en productivité au moment où il y a un ralentissement de l'activité, malheureusement, on détruit des emplois. Alors, vous voyez, ce qu'on projetait, là, c'était avant que l'INSEE nous donne les chiffres, c'est-à-dire qu'on disait qu'au 3e trimestre, parce qu'on avait les données de l'INSEE aussi sur le climat de confiance, on avait prévu 16 000 destructions d'emplois au 3e trimestre. Alors là, c'est facile parce qu'on a le chiffre, c'était 17 000. Donc vous voyez, on n'était pas si loin que cela finalement de la réalité. Et donc, ça nous conforte pour une fois, parce qu'on s'est souvent trompé les trimestres précédents sur, c'est pas le moment de changer de cap. Enfin, nos instruments nous redonnent un cap assez correct. Et donc, malheureusement, on considère que si l'activité est telle qu'on la conçoit et qu'on la prévoit, on devrait continuer à détruire des emplois au quatrième trimestre, 25 000 emplois. Au total, et ça va continuer ensuite en 2024, 73 000 destructions d'emplois. Donc, dans un contexte où on va détruire des emplois et une population active qui va continuer à être dynamique, alors, malheureusement, le chômage va remonter. Donc, le chiffre de ce matin nous conforte également dans notre diagnostic, d'accord. Mais il n'est pas étonnant quand on détruit des emplois que le chômage augmente. C'est l'inverse qui est étonnant. Et c'est qu'on a une population active qui, en plus, va être un tout petit peu plus dynamique qu'anticipé au vu de la réforme des retraites qui commence à produire les premiers effets, on entrevoit un taux de chômage qui va augmenter progressivement jusqu'à 7,9. Alors, vous voyez, 7,9, on peut considérer que c'est un mauvais chiffre, mais vous voyez, il faut se remettre dans le contexte de croissance molle. On n'a plus de croissance depuis 4 ans. D'accord, 4-5 ans. Ça serait très étonnant au moment où la population active redevient dynamique que le chômage continue à baisser. Vous voyez, quand même, le moteur le plus fort quand même pour créer des emplois, c'est l'activité. Donc, avec en moyenne 0,5 d'activité en moyenne annuelle sur 4 ans, vraiment la hausse du chômage n'est pas non plus quelque chose de très surprenant. Et même les politiques de l'emploi ont permis tout de même de limiter la casse et d'enrichir cette croissance en emploi. Je crois que là j'ai terminé sur ma projection. Merci.
Merci beaucoup. Je me tourne vers vous maintenant, Olivier Garnier. Donc vous êtes directeur général des statistiques, des études et de l'international à la Banque de France. Donc je vous laisse finir de compléter ce tableau peut-être descriptif. Et la Banque de France fait des prévisions pour le coup jusqu'à même 2025. Donc on peut se permettre de regarder encore un peu plus loin. Pour le coup, la Banque de France prévoit également une remontée du chômage d'ampleur modérée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire d'ampleur modérée? Est-ce que vous avez quelques chiffres? Et est-ce que sur toute la partie diagnostic, vous avez des points de divergence avec ce qui a été dit précédemment par Jean-Luc Tavernier ou Éric Heyer, ou bien finalement c'est les mêmes éléments que mobilise la Banque de France? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, pour reprendre sur la question un peu de nos projections, on va même faire, là vous disiez 2025, c'était l'horizon de nos projections qu'on faisait cette année. Même en décembre, on publiera des projections à l'horizon 2026. Mais, et là je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Éric, là ce que l'on dit depuis un an dans nos projections à l'horizon 2025, c'est qu'effectivement, le chômage va remonter en liaison avec un rattrapage partiel de productivité. Alors, nous, ça remonte un peu moins rapidement que du côté OFCE, mais c'est de dire qu'en 2025, on serait aux alentours de 7,8% en 2025. Donc le même type après l'inconnu, et je crois que tout le monde est plutôt d'accord sur le diagnostic, mais il y a une inconnue qui est la vitesse un peu de rattrapage en matière de productivité. Disons qu'on était même à un moment, on pensait que ça se ferait plus rapidement. Au fil des trimestres et des publications de l'INSEE sur l'emploi, on a été amené à ralentir ce rattrapage, mais disons, il y a ce diagnostic. Ce que je voudrais peut-être, là, dans mon intervention ici, c'est essayer plutôt de comparer ce qui se passe en France avec l'étranger, parce que le sujet dont on parle aujourd'hui, il est assez général, il n'est pas spécifique à la France partout, alors que la croissance a plutôt ralenti, a été faible au cours des dernières années, mais les marchés du travail ont été étonnamment robustes un peu partout dans le monde en tout cas des économies avancées. Les taux de chômage sont proches de leur plus bas historique. Alors, est-ce que la France est ou non atypique? Alors, pour faire ça, d'abord, en prenant une comparaison ici avec les 4 grands pays européens plus Royaume-Uni, États-Unis, en regardant 3 indicateurs très simples par rapport à leur niveau de fin 2019. Donc, le PIB, qui est la courbe en gris. En jaune, le total des heures travaillées, donc les effectifs multipliés par la durée moyenne du travail par salarié. Et puis, en rouge, donc le PIB rapporté aux heures travaillées, donc ce qui est la productivité horaire du travail. Et donc, vous avez l'évolution. Et quand vous voyez ce graphique, il y a quand même quelque chose de frappant, c'est que, bon, du côté du PIB, la France est plutôt dans la moyenne, elle est dans le peloton, mais en revanche, elle est tout à fait atypique en matière à la fois des heures travaillées, c'est-à-dire que c'est chez nous qu'on a la plus forte hausse des heures travaillées. Là, on est à près de 6% au-dessus du niveau du 4e trimestre 2019, alors que, oui, même aux États-Unis, ils sont plutôt aux alentours de 2,5%. Et dans le reste de la zone euro, l'Allemagne est à moins de 2%. Et vous voyez que Espagne, alors le Royaume-Uni, c'est pas la zone euro, mais Espagne, Royaume-Uni, vous voyez, c'est à peu près plat. Donc là, il y a vraiment une performance atypique qui a pour contrepartie, donc c'est la courbe en rouge, une baisse de l'ordre de 4% du niveau de la productivité par rapport à fin 2019. Alors, la question qu'on se pose quand on voit cela, et c'est toujours le débat, c'est est-ce qu'il faut se réjouir de ce dynamisme de l'emploi et des heures travaillées, ou au contraire, s'alarmer du recul de la productivité? Alors, ça c'est un vieux débat, et je crois que pour essayer de répondre à ça, je crois qu'il faut se poser la question aussi, qu'est-ce qu'on veut mesurer quand on mesure la productivité? Parce que ce qu'on mesure, c'est l'efficacité dans l'utilisation de nos ressources. Alors, le concept de productivité, qu'en fait la productivité, donc la production rapportée aux heures travaillées, ça a complètement du sens lorsqu'on est, par exemple, une entreprise. Quand on reconsidère une entreprise, elle a ses salariés. Et donc, vous rapportez la production par rapport aux salariés que j'ai dans mes effectifs, qui sont plus ou moins importants. La question qu'on peut se poser quand on est dans le cadre de l'économie nationale, c'est que dans l'économie nationale, votre ressource, ce n'est pas seulement les gens qui sont au travail, c'est l'ensemble de ce que les économistes appellent la population en âge de travailler. Alors, conventionnellement, l'OCDE prend la population de 15-64 ans. Et donc de se dire,
Parce que ces gens travaillent ou ne travaillent pas, quand on calcule la productivité comme on le fait habituellement, on ne prend pas en compte les gens qui ne travaillent pas. Donc on prend en compte que ceux qui courent le plus vite. On pourrait dire, c'est très facile d'avoir une bonne productivité si on met que les meilleurs que ceux qui courent le marathon en moins de 3 heures. En revanche, qu'est-ce qui se passe si on prend l'ensemble de la population en âge de courir et qu'on calcule finalement la performance? Et si on arrive à mettre des gens au travail, c'est-à-dire qui ne couraient pas, à les faire courir, même s'ils sont peut-être sur des emplois moins performants que les autres, c'est quand même un gain. Ça ne veut pas dire, c'est pour ça que quand on se lamente parfois sur le déclin de la productivité, ça ne veut pas dire que les emplois existants, il y a un recul de la productivité. Ça veut simplement dire que peut-être on crée des emplois qui sont moins productifs. Alors, une manière de regarder cela, c'est finalement prendre un indicateur très simple, qui est de rapporter cette fois-ci le PIB non pas aux effectifs employés ou aux heures travaillées, prendre les heures travaillées, mais à la population en âge de travailler, qui est la vraie ressource de l'économie. Et donc, le gain d'efficacité, si je mets plus de gens au travail, en âge de travailler au travail, ça peut être en gain si leur production passe de 0 à quelque chose qui est positif. Et donc là, c'est ce qui est fait sur le graphique à l'écran. Vous avez en noir donc cet indicateur-là, que l'on peut décomposer après en trois facteurs, qui s'expliquent donc la productivité horaire, la durée moyenne du travail, donc les heures par emploi, et puis ce qu'on appelle le taux d'emploi, c'est-à-dire l'emploi sur la population en âge de travailler. Et vous voyez que l'exception française qu'on voyait sur le graphique précédent, quand on fait ce calcul-là, elle disparaît. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres ou moins bien, mais on rentre à nouveau dans le peloton, c'est-à-dire que cette hausse des heures travaillées qu'on a eue et ce recul de la productivité ne nous a pas pénalisés, on pourrait dire, les économistes pourraient dire aussi, en termes de croissance potentielle, puisqu'on a mis des gens qui étaient en quelque sorte inemployés, on les a mis au travail et ils produisent quelque chose. Ce qui serait gênant, c'est si ces gens-là travaillaient aux dépens, si ça se faisait par une baisse de la productivité des emplois existants. Si c'était du pur partage du travail, là, il y aura un problème. Mais là, en tout cas, ce n'est pas ce que l'on observe. On voit que la France, et là, je ne détaille pas, mais dans les composantes, avec des facteurs. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, vous voyez que le pays qui a la meilleure performance selon cet indicateur, c'est les États-Unis, et c'est plutôt les bâtons rouges, c'est-à-dire la productivité horaire qui a tiré cet indicateur-là d'efficacité dans le cas des États-Unis. Ce qu'on voit aussi, tout à l'heure, on parlait de la durée moyenne du travail. Ce qu'on voit, c'est que chez nos voisins européens, notamment, on le voit très bien en Espagne et en Allemagne, la durée moyenne du travail par salarié a plus baissé qu'en France. Nous, c'est assez limité. Il y a eu, d'ailleurs, on parlait des arrêts maladie, il y a une très forte hausse, par exemple, en Allemagne, des arrêts maladie sans qu'on puisse vraiment l'expliquer. Donc, vous voyez qu'il y a des facteurs différents qui jouent. Le Royaume-Uni, c'est un peu le cas inverse de la France, c'est-à-dire qu'il y a des gains de productivité horaire, mais une baisse du taux d'emploi. Il y a notamment au Royaume-Uni, pas mal de gens sont sortis du marché du travail. Alors, il y a des explications, des gens disent c'est le Covid long, enfin, il y a des tas d'explications. Mais vous voyez que en regardant une vision plus large, permet de mieux comprendre ce qui se passe et de bien prendre en compte le fait que la productivité telle qu'on la mesure habituellement, c'est qu'un indicateur qui mesure, qui est important, mais qui ne mesure pas cette mobilisation des ressources en travail et qu'il est important de regarder plus large. Et nous, on a eu une très forte hausse du taux d'emploi durant cette période. Alors, ceci étant dit, après, pour terminer, où est-ce qu'on en est? Puisque nous, on avait un gros déséquilibre, on pourrait dire. La France était plutôt un pays plutôt productif, parce que comme on mettait plutôt les meilleurs au travail et on laissait sur le bord de la route les autres, on était plutôt, en termes de niveau de productivité, plutôt pas mal. C'est ce que vous voyez d'ailleurs sur ces indicateurs, là où je raisonne plus cette fois-ci en variation, mais en niveau en 2022, selon les indicateurs PIB par heure travaillée, PIB par emploi et PIB rapporté aux 15-64 ans, et les écarts là, sont par rapport à la France. Donc vous voyez que la France est plutôt proche par exemple de l'Allemagne. En revanche, on est assez sensiblement en dessous des États-Unis, mais on est, selon ce type d'indicateur, aussi performant que l'Allemagne et plus performant que l'Italie et que l'Espagne. Donc c'est pas là où on a, je dirais, c'est pas là où on a du retard. En revanche, et je terminerai par là, sur le dernier graphique, alors il manque dans la légende, ça c'est au deuxième trimestre 2023, ce sont les taux d'emploi, donc l'emploi rapporté
à la population en âge de travailler, où là, il y a une très forte hausse de ce taux d'emploi dans les statistiques que publie chaque trimestre l'INSEE. Aujourd'hui, depuis que l'INSEE publie cette statistique, on est au plus haut niveau historique en termes de taux d'emploi, donc qui est revenu à 68,5% donc de la population en âge de travailler. Ceci dit, oui, si je compare à l'Allemagne, on est encore environ 9 points en dessous de l'Allemagne. Donc on a encore des marges de progression, mais c'est vrai que quand le taux d'emploi s'améliore, comme vraisemblablement ce sont des emplois qui vont être un peu moins productifs, ça peut faire baisser le niveau de productivité. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à continuer à faire progresser ce taux d'emploi, mais bien sûr tout en essayant aussi de gagner en productivité. Et dernière remarque par rapport à ce que disait Eric tout à l'heure sur les salaires. Il faut bien voir aussi, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on a moins de productivité qu'il faut baisser les salaires, parce que ça veut dire aussi que les nouveaux emplois qui ont été créés pendant cette période-là sont sans doute, si c'est des emplois moins qualifiés, sont sans doute moins rémunérés. Donc ça ne veut pas dire que les salariés français ont subi une baisse de rémunération, même si la rémunération moyenne a pu baisser. Il y a un effet de composition qui peut jouer nécessairement, puisque si c'est des emplois qui sont moins qualifiés que la moyenne qui sont créés, les rémunérations aussi seront moins élevées. Donc il n'y a pas que l'effet, et c'est un peu la même problématique vue sous l'angle des salaires que celle que j'ai exposée sous l'angle de la productivité. Il faut bien comprendre quelles sont les causes derrière. Je terminerai en disant juste, en faisant un peu de publicité, là, que tous les graphiques que j'ai montrés sont publiés dans un blog aujourd'hui sur le site de la Banque de France. Donc j'invite notamment les lycéens à suivre régulièrement aussi ce qui est publié sur le blog de la Banque de France que vous trouvez donc sur notre site www.banque-france.fr. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc on a commencé à pointer un peu la spécificité de la France par rapport à d'autres économies. Sandrine Cazes, donc vous êtes économiste principale à l'OCDE, plus précisément à cette direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales. Et donc justement, vous avez ce regard en fait sur les autres économies avancées. Donc est-ce que vous pouvez peut-être compléter ce que vient de dire Olivier et essayer de nous expliquer qu'est-ce que la comparaison internationale finalement nous enseigne sur la situation française? Est-ce qu'elle est si particulière? Qu'est-ce qu'on observe ailleurs finalement? Très bien. Donc, merci, bonjour à tous. Alors effectivement, je travaille à l'OCDE, et donc l'OCDE, 38 pays, et je vais essayer donc de vous mettre un peu, de faire un petit panorama de comparaison internationale sur la situation des marchés du travail, et aussi, on va parler des salaires aujourd'hui. Alors, pour commencer, effectivement, au niveau de l'OCDE, quand on regarde la situation des marchés du travail, ça a été dit, ils ont été résilients malgré le ralentissement économique. Alors, sur ce graphique, vous voyez donc le taux d'emploi. Donc, on voit que les nouvelles sont plutôt bonnes aussi, pas que pour la France. Les marchés du travail ont fait preuve de résilience. Là, on voit le taux d'emploi, qui a été donc bien expliqué par mon prédécesseur. On voit que le taux d'emploi a augmenté dans la plupart des pays de l'OCDE. Et pour l'OCDE, en regardant les chiffres, donc deuxième trimestre 2023, malheureusement pour pouvoir avoir tous les pays, pouvoir couvrir tous les pays, on a les statistiques que pour le deuxième trimestre 2023, on voit que le taux d'emploi des 15-64 ans s'est élevé à 70%, donc soit 1,2 point de pourcentage de plus que son niveau avant la crise, donc quatrième trimestre 2019. Si on regarde la France, donc c'est la barre vert clair que vous voyez, au deuxième trimestre 2023, donc le taux d'emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans s'est élevé, ça a été dit aussi, à 68,5%. Avec 2 points de pourcentage de plus que son niveau d'avant-crise également. Mais en deçà, effectivement, de l'Allemagne, ça a été montré dans le graphique précédent. Ces bons résultats, finalement, se reflètent aussi quand on regarde les taux de chômage, qui se sont bien maintenus donc, en 2023 dans les pays de l'OCDE et qui sont restés majoritairement en deçà des niveaux d'avant-crise.
Donc, les données pour juin 2023 qu'on a, pour la zone OCDE, le taux de chômage était à 4,8%, soit un demi-point de pourcentage en dessous de son niveau d'avant la crise. Et à nouveau pour la France, donc toujours le bâton vert clair, le taux de chômage a continué à baisser, passant de 8,2% avant la pandémie à 7% en juin 2023. Et pour se situer, alors on a eu les chiffres effectivement ce matin, une légère remontée, mais donc pour atteindre quand même des niveaux historiquement bas, mais qui restent quand même, quand on compare aux autres pays de l'OCDE, quand même à des niveaux supérieurs à la moyenne OCDE, donc des niveaux relativement élevés. Alors, au niveau des perspectives, c'est vrai que les perspectives de croissance restant quand même faibles, je parle toujours en zone OCDE, il est très probable que du coup la zone OCDE connaisse une perspective de croissance modérée de l'emploi et donc une légère hausse du taux de chômage. Alors, c'est intéressant aussi de regarder les taux d'activité parce que bon, il y avait un petit peu l'idée qu'il y avait eu la grande démission, etc. Donc un repli des taux de participation sur le marché du travail. Mais globalement, quand on regarde ces taux d'activité, on voit qu'ils sont supérieurs au niveau d'avant la crise dans la plupart des pays de l'OCDE. Ce qui témoigne en fait d'une reprise de l'offre de la main-d'œuvre après le déclin initial qu'on avait pu observer au début de la crise du Covid-19, pour avoir une augmentation moyenne. Donc vous avez la barre rouge qui représente la moyenne pour la zone OCDE, une augmentation moyenne qui était un peu moins de 1 point de pourcentage des taux d'activité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les taux d'activité pour les 55-64 ans, on constate qu'ils ont également augmenté, malgré les craintes qu'on pouvait avoir que la pandémie n'entraîne une réduction permanente de l'offre de main-d'œuvre de cette tranche d'âge. Si l'on regarde, pour continuer un petit peu sur, on va dire, ces signes de dynamisme du marché du travail dans les pays de l'OCDE, on voit que les tensions sur le marché du travail, donc tensions qui sont mesurées, alors c'est dans un premier temps le graphique de gauche que vous voyez, graphique A, mesuré par le nombre d'emplois vacants par chômeur. On voit que ces tensions persistent sur les marchés du travail dans de nombreux pays, même si la pression semble diminuer. Donc je vais commenter, c'est plutôt le graphique de droite qui présente des données plus récentes. Mais peut-être pour commencer par donc, le graphique de gauche. Donc en fait, ce qu'on a constaté, c'est que donc, ces tensions du marché du travail donc, ont atteint un pic au premier semestre 2022, après la forte hausse de nombre d'emplois vacants qu'il y avait eu en 2021, dans de nombreux pays de l'OCDE. Donc là, on a mis les pays pour lesquels on avait les données. Et on voit que ces tensions étaient particulièrement marquées dans les pays anglophones. Donc vous avez complètement à gauche donc les données pour les États-Unis, hein, donc 1,8 pratiquement d'emplois vacants par chômeur. Au Royaume-Uni également, Norvège et Pays-Bas. France, donc un niveau plutôt bas. Mais que quand on regarde donc, le graphique de droite, offre d'emploi en ligne, donc ça, ce sont les données plus récentes qui viennent des plateformes en ligne Indeed, on voit quand même un relâchement progressif des tensions au cours de 2023 dans la majorité des pays. Et on voit bien ce qui a été mentionné, donc quand même une baisse assez importante au Royaume-Uni. En France, donc, pour commenter les données plus récentes, donc le graphique de droite, le nombre d'offres d'emploi en ligne a diminué en début d'année avant de se stabiliser, si vous pouvez voir. Donc, ce sont à nouveau les graphiques, les bâtons verts, en mai 2023. Et le Japon, si vous voyez, c'est finalement le seul pays pour lequel on a ce type de données. Ces données sont disponibles, où les offres d'emploi en ligne ont augmenté régulièrement au cours du premier semestre 2023.
Alors dans ce contexte, finalement, avec ces tensions sur le marché du travail, les employeurs ont proposé des emplois offrant de meilleures conditions. Par exemple, donc là, ce que vous avez sur ce graphique, c'est le nombre de contrats CDD, contrats temporaires, et par nouvelle embauche. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, dans de nombreux pays, il y a eu une sorte de... On a proposé finalement, on a parlé d'emploi de qualité en parlant d'emploi plus stable, il y a eu une hausse donc de la part dans les nouvelles embauches de contrats en CDI et donc une baisse de contrats temporaires dans les nouvelles embauches. Et ça, on peut voir ce résultat dans à peu près 20 des 28 pays pour lesquels les données étaient disponibles. Autre corollaire, finalement, dans ce même temps d'essayer pour faire face à ces tensions sur le marché du travail. Et alors là, on avait les données que pour 3 pays, Canada, Royaume-Uni et États-Unis. Finalement, les employeurs ont cherché à proposer des emplois offrant donc de meilleures conditions, et là, notamment, une sorte de package, des prestations, où, avec les offres d'emploi, on proposait, par exemple, des avantages sociaux salariés liés à la santé ou à la retraite, également du télétravail, puisque ça a été effectivement suite à la pandémie, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de travailleurs trouvaient que pouvoir télétravailler faisait vraiment partie d'une chose sur lesquelles on avait une envie assez forte et contribuait à améliorer la qualité du travail. Et donc, on voit dans certains pays, si vous voyez par exemple pour le Canada et les États-Unis, un saut assez impressionnant donc, d'emplois proposant notamment donc, des avantages liés donc, santé du type assurance dentaire, optique, assurance vie, etc. Voilà. Et donc là, il y a un tableau qui semble assez positif. Là, quand vous parlez notamment des packages en termes de prestations santé, etc., on se demande quid des salaires là-dedans. Est-ce que les salaires ont suivi ou est-ce que en fait, tout ça s'est fait finalement au détriment des salaires? Qu'est-ce que vous avez pu observer, que ce soit pour la France ou pour le reste des pays de l'OCDE? Voilà, alors... Effectivement, les résultats, j'ai envie de dire, sont un peu moins positifs ou un peu moins, réjouissants quand on regarde l'évolution des salaires. Alors là, je parle des salaires réels, donc c'est-à-dire corrigés de l'inflation. Et là, on constate quand même très largement une baisse généralisée des salaires réels, donc malgré les tensions évoquées précédemment sur le marché du travail et les pénuries de main-d'œuvre. Alors, certes, il y a bien eu une croissance nominale des salaires qui s'est accélérée en 2022 et début 2023, mais dans une proportion inférieure à l'inflation. Et donc, ce que vous voyez là, c'est une baisse très nette des salaires réels dans tous les pays, avec une moyenne pour la zone OCDE de moins 3,8%. Alors, les chiffres qui sont présentés là, en fait, on a pu avoir les chiffres pour le deuxième trimestre 2023. Donc, c'est les chiffres qui sont présentés sur ce slide. Et où là, on commence quand même à voir des signes d'amélioration, avec des taux de croissance en glissement annuel des salaires réels positifs, quand même dans 10 des 26 pays qui sont représentés ici, pour lesquels on a les données. Mais si vous voyez la zone grisée pour donc, Union européenne, pour les pays de l'Union européenne des 27, on a quand même une baisse moyenne de moins 2% pour l'Union européenne, pays 27. Et l'Allemagne également, je ne sais pas si vous voyez donc, sur la gauche, qui reste un des pays avec une croissance négative des salaires réels de moins 2,5%. Alors, par rapport aux pays voisins, la baisse des salaires réels en France par rapport à l'année précédente a été relativement modeste au deuxième trimestre 2023,
en raison, dans un premier temps, d'un taux d'inflation relativement contenu, et puis évidemment toutes les mesures qui ont été prises de prix réglementés, de subventions, etc., et de la dynamique des salaires aussi, puisque en France, avec le SMIC qui est quand même indexé automatiquement, contribuer à pousser les salaires en général. Ceci dit, comme les salaires réels avaient quand même largement chuté pendant plusieurs trimestres consécutifs et dans la plupart des pays de l'OCDE, début 2023, ils restaient encore inférieurs à leur niveau d'avant la pandémie. Et donc peut-être juste un dernier slide. Ce sont donc les salaires négociés, c'est-à-dire que il est intéressant de regarder aussi, donc les salaires négociés sont les salaires négociés dans les conventions collectives. Et donc, il est intéressant de voir, alors c'est assez compliqué d'avoir les données, les définitions sont différentes, de comparer les différentes données sur ce type d'indicateurs, mais il est quand même intéressant de voir, donc, quand on regarde l'évolution de ces salaires négociés, en termes réels, ils ont quand même chuté, donc ils sont largement en deçà de l'inflation. Et une des raisons pour laquelle ces salaires négociés n'ont pas suivi tout à fait, c'est que négocier, on ne négocie pas tout le temps, et donc il y a une sorte de temps d'ajustement. Et donc ces salaires négociés ont tendance à réagir avec un certain retard du fait du caractère échelonné, plutôt rare des accords salariaux. Ceci dit, quand même, ce qu'on arrive à voir, c'est qu'il y a petit à petit un effet de rattrapage qui se produit. Et donc, au fil du temps, les négociations ont lieu et il y a quand même un certain rattrapage de ces salaires négociés par rapport au niveau de l'inflation. Voilà, et je m'arrête peut-être là à ce stade. Merci beaucoup. En effet, il y a déjà donc, des questions qui nous sont parvenues, mais peut-être juste avant de les prendre, une question. Jean-Luc Tavernier, vous présentez tout à l'heure un graphique avec l'évolution du chômage depuis 2003, où on voit que finalement, à chaque fois, quand le chômage arrive à 7%, ça finit par remonter. Après, vous disiez un taux de chômage à 7%, c'est finalement ce qu'on a fait de mieux, on n'a pas fait mieux depuis 40 ans. Alors, pourquoi ce blocage à 7%? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à descendre en dessous? Est-ce qu'il y a des problèmes structurels qui pourraient expliquer que vraiment en dessous de 7%, c'est beaucoup plus compliqué que par exemple de descendre de 9 à 8%? Est-ce qu'il y a un seuil véritablement à 7? Alors, si on regarde effectivement la courbe du taux de chômage, c'est frappant la récurrence du phénomène. On est arrivé à 7 et hop, en dessous, pas possible de passer, ça remonte, et là, on a l'impression qu'il se produit la même chose. Et alors, moi, je vois deux raisons d'être optimiste et deux raisons d'être pessimiste, peut-être. La raison d'être optimiste, un peu générale, c'est que, mais c'était déjà arrivé en 2007, on était arrivé à 7 points de taux de chômage sans accélération des salaires. Alors, ce que les économistes aiment bien, c'est comme taux de chômage d'équilibre, taux de chômage accessible, ça s'appelle le NERU. Donc, c'est le taux de chômage auquel on peut arriver sans accélération de l'inflation, sans qu'il y ait une réponse de la politique monétaire et qu'on soit dans des ennuis. À cette aune-là, on a l'impression qu'on peut encore aller plus bas sans que l'inflation salariale mette en danger la stabilité des prix, la cible de la Banque Centrale Européenne, etc. Ça, c'est la première raison optimiste. La deuxième raison, c'est qu'on a aussi fait beaucoup de réformes du marché du travail. Alors, on les aime ou on les aime pas. Je parlais de la réduction des coûts du licenciement, il y a les réformes des modalités d'indemnisation de l'assurance chômage, il y a l'évolution de Pôle emploi et à venir de France Travail, on jugera sur pièce, mais toutes ces réformes ont quand même pour objectif d'améliorer le fonctionnement du marché du travail, de le rendre plus fluide, de faire... De mieux traiter les problèmes périphériques des demandeurs d'emploi qui les empêchent d'être disponibles pour travailler, éventuellement d'avoir une petite logique de droits et devoirs un peu plus affirmée. Tout ça, normalement, fait baisser le taux de chômage auquel on peut arriver. Ça, c'est les deux raisons positives, optimistes. Les deux raisons pessimistes que je vois, moi, la première... je parlais de préférence collective tout à l'heure, mais j'aime bien me référer à ça. C'est frappant de voir que quand on était à 10 points de taux de chômage, le chômage, l'emploi de ses enfants, c'était la première priorité
dans tous les sondages d'opinion. Dès que le taux de chômage passe en dessous de 8%, il dégringole et il apparaît bien après le pouvoir d'achat, etc., etc. Donc on a l'impression qu'en tant que Français, nous contentons d'une situation dans laquelle le taux de chômage baisse. À 10% au-dessus, c'est insupportable. À 7-8, ma foi, c'est plus un sujet. Ça dit quand même quelque chose, à mon avis. Et la dernière raison, j'ai fait un truc balancé, vous avez vu. Hein. Donc la deuxième raison pour laquelle on peut être pessimiste, c'est quand même, on ne peut qu'être frappé par la prégnance des difficultés de recrutement dans tous les secteurs dès qu'on est arrivé aux alentours de 8 points de taux de chômage et un peu en deçà. Ça avait démarré très fortement en 2018-2019, c'était les chauffeurs routiers par exemple. Mais là, nous, on a des... Donc je n'ai pas montré ces courbes, mais les courbes de difficultés de recrutement, on demande aux chefs d'entreprise, hein, est-ce que vous avez des difficultés à recruter, vous envoyez des échos dans tous les journaux des fédérations professionnelles, des entreprises. C'est vraiment extrêmement massif, la difficulté de recrutement qui est exprimée par les chefs d'entreprise, alors qu'il reste quand même ce réservoir de 7 points de taux de chômage. C'est beaucoup de personnes. Hein. Donc ça veut dire quoi? La réponse, c'est sans doute, il y en a 3, c'est la formation. Il y en a 3 parce qu'il y a la formation initiale, il y a la formation des professionnels dans l'entreprise, et puis il y a la formation de ceux qui sont demandeurs d'emploi. Merci beaucoup. Peut-être Eric et Olivier, je vous pose la même question. Du coup, là, on a 2 raisons d'être optimiste, 2 raisons d'être pessimiste. Est-ce que l'objectif de plein emploi à 5%, Eric Heyer, pour vous, c'est encore atteignable? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste là-dessus? À quelles conditions on pourrait arriver à 5%? Est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est toujours possible, mais il ne faut pas y arriver pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que vous avez une façon assez simple d'arriver à 5% de chômage, c'est que vous disqualifiez un certain nombre de personnes et vous les sortez de la population active pour des raisons de handicap ou on est trop vieux, donc on met des pré-retraites ou des dispenses de recherche d'emploi et vous pouvez arriver à 5%. Donc je pense que bien entendu qu'il faut essayer d'éradiquer le chômage et d'arriver à 5%, mais sans baisser les taux d'emploi. D'accord, donc il faut mettre une double condition et pourquoi pas mettre la condition sur les taux d'emploi plus que sur le taux de chômage, parce que finalement, le taux de chômage, on peut y arriver pour des mauvaises raisons à 5%. Et après, je partage ce qu'a dit Jean-Luc, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, une partie du chômage est conjoncturelle encore. C'est-à-dire qu'on a l'impression, malgré les difficultés de recrutement, vous voyez, habituellement, quand on était à des niveaux de difficulté de recrutement aussi élevés qu'aujourd'hui, on voyait à la fois des gains de productivité apparaître, c'est-à-dire que les entreprises faisaient travailler un peu plus longtemps ou un peu mieux ses salariés pour répondre à ces difficultés de recrutement, et on voyait les salaires réels progresser. Ouais, là, on a l'inverse. D'accord, c'est qu'on a à la fois des salaires réels qui baissent et de la productivité qui baisse. Donc on a vraiment l'impression qu'on a encore des marges de manœuvre, on ne touche pas ce chômage structurel. Et donc attention, si on n'a pas d'activité, il n'y aura pas de baisse du chômage et pas de taux d'emploi. Donc il y a bien sûr cette condition, il faut maintenir un taux de croissance relativement élevé. Ça pose d'autres problèmes de soutenabilité environnementale peut-être, mais en tout cas, pour essayer de répondre à ce problème du chômage de façon vertueuse, il va falloir un peu d'activité. Ensuite, moi, aux 3 préconisations de Jean-Luc, j'en rajouterai peut-être d'autres, mais donc bien sûr qu'il y a la formation. Mais vous voyez, si le but, c'est d'augmenter les taux d'emploi, il faut regarder, d'abord, dans les taux d'emploi, on est assez faible chez les jeunes et chez les seniors. On est relativement bon dans les taux d'emploi des 25-55. Donc ça veut dire qu'il faut, bien entendu, chez les jeunes, et c'est sans doute la première préconisation, on a, alors donc normalement c'est l'OCDE qui nous dit ça, mais on a les fameux NEET, là, ces jeunes qui sont ni dans l'emploi, ni dans l'éducation, ni en formation. On a la part des jeunes en NEET le plus élevée des grands pays développés. Donc ça c'est assez alarmant. Et donc ça, c'est pas l'activité qui va les remettre dans l'emploi. Et donc là, je suis d'accord avec Jean-Luc, il faut faire de la formation et surtout de la formation dans la petite enfance. C'est-à-dire qu'il y a des études passionnantes du Collège de France qui nous indiquent qu'ils arrivent à détecter à la fin du primaire, à la fin de la maternelle, début du primaire, 5-6 ans, à plus de 80% qui va décrocher à 16 ans. Donc vous voyez, on sait le dire, et pas en faisant des tests de QI, mais simplement où vivent tes parents, dans combien de mètres carrés tu habites, combien de livres il y a. Donc c'est
c'est un peu l'échec tout de même de la formation, mais dès le début. Donc il faut mettre sans doute de la formation très vite et de l'argent très vite dans le pré-primaire et le primaire, quitte, si on a des problèmes budgétaires, à en mettre un tout petit peu moins après. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point pour les jeunes, c'est que ça permettrait un peu d'éviter le flux, mais il y a un stock de jeunes. Qu'est-ce qu'on en fait de ce stock de jeunes? Et c'est pas cette formation-là qui va les aider. Et là, je pense que les emplois aidés sont utiles à court terme, en tout cas à un court terme de 5-10 ans, pour essayer de les former à un métier. Et c'est là où on a un peu de recul sur quels sont les bons emplois aidés. Les bons emplois aidés, c'est les emplois qui sont associés à une formation diplômante, suffisamment long et bien ciblé sur la population. Et c'est là où l'apprentissage, qui peut correspondre à pas mal de ces critères-là, parce que c'est 18 mois avec une formation et un diplôme, d'accord, a un manque, selon moi, c'est parce que ça bénéficie, on ne l'a pas dit dans la première partie, la forte hausse de l'apprentissage, ça a bénéficié au Bac+3, Bac+4, Bac+5, pas des personnes qui sont très éloignées du marché du travail. Donc recentrer et recentrons les emplois aidés, et l'apprentissage peut être un dispositif d'emploi aidé, mais sur des catégories qui sont très éloignées du marché du travail, si on veut arriver à un plein emploi de qualité. Donc ça, c'est la première préconisation. La deuxième, c'est pour les seniors, mais je vais aller vite parce que c'est la formation tout au long de la vie professionnelle. Et il y a vraiment la réforme des retraites nous a bien indiqué que chez nous, travailler 2 ans de plus, ça pouvait paraître comme un supplice. Donc c'est vrai que les enquêtes qui sont menées en comparaison internationale nous indiquent bien que la valeur travail est toujours présente en France, mais par contre que l'épanouissement au travail, je simplifie ces résultats d'enquête, et on fait partie des pays où on est le moins épanoui dans son travail. Donc c'est bien ça le travail. Si on veut arrêter cette idée que et le salarié senior et l'employeur sont d'accord pour se serrer la main et dire on arrête de travailler ensemble, d'accord, il va falloir sans doute améliorer les conditions de travail. Et ça passe par de la formation aussi professionnelle et de la formation. Et donc, je rajouterai un 4e formation par rapport aux 3 de Jean-Luc, c'est des managers, sans doute. On a des managers qui devraient aussi se reformer à d'autres critères que le management par les chiffres. Le dernier élément, et c'est le 3e point, c'est le logement. On voit bien que quand on tire dans tous les sens, au bout d'un moment, on arrive sur le problème du logement. C'est-à-dire que là aussi, des études assez intéressantes nous indiquent que le mal logement est source d'échecs scolaires des enfants, que le mal logement est source de maladies chroniques des parents, que le mal logement est source de mauvaise intégration sur le marché du travail, que le logement cher ne facilite pas la mobilité des salariés. Donc si vous voulez des salariés plus mobiles, moins absents, avec des jeunes qui sont moins en échec scolaire un peu moins fortement, une bonne politique du logement, c'est sans doute la meilleure politique de l'emploi que l'on pourrait faire dans ce pays. Voilà. Merci beaucoup. Et vous avez répondu au passage à une question qui était posée par un ou une auditrice sur pouvez-vous nous parler de la place des seniors dans l'emploi en France actuellement? Je pense que ça y a répondu au moins en partie. Peut-être avant de prendre d'autres questions du public, Olivier Garnier, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point-là? Peut-être deux remarques. Bon, première remarque, c'est que, je crois qu'il est possible, même si ça prendra du temps, de descendre à 5%. C'est-à-dire que vous nous auriez interrogé il y a une dizaine d'années la communauté des économistes. Les économistes vous auraient dit c'est difficile en France de descendre en dessous de 9-10%. C'était plutôt ça qui était vu comme le seuil. On est descendu à 7 là. Bon, là, comme je l'ai dit au début, nous, Banque de France, on s'attend à une remontée du taux de chômage, mais je dirais qu'il est plutôt de type cyclique, qui est plutôt le contre-coup du ralentissement, rattrapage de productivité, c'est ce qu'on a expliqué. Ça ne veut pas dire qu'on va remonter durablement aux alentours de 8% de taux de chômage. Donc après, je pense avec à l'horizon au-delà de 2025, avec en moyenne période, on devrait revenir vers les 7%. Et après, tout l'enjeu, mais ça prendra du temps, ça prendra 5-10 ans, on peut descendre à 5%. Ça, c'est ma première remarque. Une deuxième remarque, je voudrais revenir sur la question des salaires réels qui a été évoquée par Sandrine. Je crois qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant cette période-là que l'on vient de connaître, on a eu ce que les économistes appellent un choc de termes de l'échange. C'est-à-dire que les économies importatrices d'énergie, là, ont perdu du pouvoir d'achat. Et donc, c'est quand notamment, lorsqu'il y a un choc pétrolier, une hausse du prix du gaz qui est importé. Et dans ce cas-là,
ça veut dire que donc, le pouvoir d'achat de la nation est plus bas. Donc après, il y a la question comment on répartit cette perte. Pour ceux qui sont dans cette salle, qui ont connu les chocs pétroliers des années 70, qu'est-ce qui s'était passé dans les années 70? C'est qu'à l'époque, les salaires réels, et là il y a eu des tas d'études qui l'ont montré, il y avait une rigidité des salaires réels, ce qui fait que les salaires réels ne se sont pas ajustés, il y avait l'indexation des salaires, donc on a eu un partage de la valeur ajoutée très déséquilibré qui a ensuite fait qu'on a mis beaucoup de temps à s'ajuster. On a eu une envolée du chômage et de l'inflation en même temps et ça a été très coûteux et douloureux après en termes d'ajustement. Cette fois-ci, ce qui est plutôt la bonne nouvelle, et notamment si je prends l'exemple de la France, c'est que finalement, le partage en quelque sorte de ce choc-là, c'est plutôt fait de manière équilibrée. Quand vous regardez, dans le cas de la France, si vous regardez à nouveau entre 2019 et aujourd'hui, en gros, l'excédent brut d'exploitation des entreprises, donc les profits d'exploitation des entreprises d'un côté et la masse salariale de l'autre, augmentaient à peu près du même pourcentage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de déformation du partage de la valeur ajoutée. Bon, il y a eu des fluctuations d'une année sur l'autre. Alors, il y a eu les salaires réels, pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, il y a eu un partage emploi-salaire réel qui s'est fait un peu différemment, mais là, comme je l'ai expliqué, il peut y avoir des effets de composition aussi. Donc ça, c'est plutôt aussi quelque chose qui va dans le sens, on a plutôt bien traversé ce choc de termes de l'échange. Mais quand on parle de l'évolution des salaires réels, il ne faut pas oublier que quand les prix importés augmentent, de toute façon, il faut que tout le monde absorbe ce choc-là. Ça, c'est un peu une loi de l'économie. Merci beaucoup. Sandrine Cazes, vous vouliez réagir rapidement? Non, merci. Je voulais juste élaborer un tout petit peu sur ce qu'a dit Eric par rapport à la qualité de l'emploi, quand il a parlé d'épanouissement au travail, etc. Parce que c'est vrai que nous, on a parlé un peu de qualité de l'emploi sous l'angle stabilité ou sécurité, en parlant des CDD, etc., qui avaient diminué. C'est vrai que quand on regarde qualité plus intrinsèque au travail, donc que ce soit est-ce que mon travail a du sens ou est-ce que je reçois du soutien de mon manager, de mes collègues. Donc là, il y a des cadres conceptuels pour mesurer la qualité de l'emploi qui existent. Il y a l'enquête Eurofound, donc Dublin, qui mesure les conditions de travail. Et alors là, c'est vrai que quand on regarde ces indicateurs, c'est vrai qu'en France, on se classe pas très bien. Donc je voulais juste préciser ça. Et puis je voulais aussi faire ma page de pub, parce que du coup, j'ai oublié de faire la publicité. À l'OCDE, on publie chaque année les perspectives de l'emploi. Et en fait, donc, ma présentation est largement basée sur le premier chapitre qui a été publié cette année. Voilà. Maintenant, on a pas mal de questions qui sont posées par les auditeurs dans la salle ou en ligne. J'en regroupe quelques-unes. Il y en a beaucoup sur la baisse de productivité. Dans quelle mesure on peut lier ça au télétravail, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières? Et il y en avait une autre. Quel impact aussi du conflit ukrainien dans la baisse de la productivité? Et enfin, une dernière que je me permets de poser en même temps. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins touchés par les baisses de productivité? Et pourquoi? Est-ce qu'on sait aller à ce niveau-là de détail, plus au niveau des secteurs, plutôt que de l'économie en général? Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être en accentuant sur un point ou l'autre, selon ce qui est quantifiable. Je peux commencer, mais il faudra que tu me rappelles les différentes... Donc la première, c'était... Alors il y avait... est-ce que le télétravail a un impact sur la productivité? C'est vrai que je me suis fait la réflexion qu'on ne parlait ni les uns ni les autres de télétravail, alors que ça peut être la grosse affaire en tant que manager, qui n'est pas uniquement préoccupé par la gouvernance, par les chiffres, Eric. Donc en tant que manager, on se pose la question dans chacune de ces organisations de ce que le télétravail fait. À l'INSEE, par exemple, je suis incapable de vous dire si le télétravail est un choc négatif ou pas sur la productivité. Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus déjà ou c'est... Rien de décisif. Ouais. Rien de décisif. Alors les études disent finalement, le meilleur qu'on peut trouver des études, c'est des tautologies du type quand c'est bien géré, ça peut faire de la productivité, et quand ça l'est mal... Voilà, moi je reste assez sceptique. On a essayé, il y avait eu des tentatives un petit peu de faire des monographies, de dire allons voir dans des boîtes, selon ou dans des services, on fera du télétravail, d'autres on n'en fera pas. Et ça a échoué, en fait, il n'y a pas d'indicateurs qui permettent de juger. Et le mieux, ça serait de faire une belle enquête auprès des cadres dirigeants et des cadres intermédiaires sur ce qu'ils pensent.
On va le faire, nous, à notre échelle, au sein de l'INSEE. Je ne sais pas ce que sera le résultat. Et objectivement, c'est un peu symptomatique qu'on n'ait pas parlé du télétravail comme facteur de... Il me semble que les problèmes de productivité qu'on observe sous ton contrôle, Eric, on les a dans les secteurs qui pratiquent du télétravail comme dans les secteurs qui en pratiquent peu. Et donc c'est un peu orthogonal, la question du télétravail. Alors la question après de... Est-ce qu'on voit des différences secteur par secteur marquantes? Bon, Eric, je vous laisserai la parole sur ce point. Sinon, quel impact du conflit ukrainien sur la productivité? On en a un peu parlé, en fait. On en a un peu parlé à travers les difficultés d'approvisionnement qu'on voit apparaître dans la productivité comment? Bon, on en a un peu parlé les uns et les autres. C'est-à-dire il y a des boîtes qui ont été empêchées de produire parce qu'elles avaient des difficultés d'approvisionnement. Alors notamment, ça a même commencé avant la crise ukrainienne. Hein. C'était aussi des boîtes qui, vous savez, au moment où la construction est repartie, on ne trouvait plus de bois, on ne trouvait plus de matériaux de construction. Donc il y a des boîtes dans différents secteurs, industrie, agroalimentaire, construction, qui ont été un peu empêchées de produire parce qu'elles avaient des difficultés d'approvisionnement et pour autant, elles ne licenciaient pas leurs salariés. Et donc mécaniquement, on avait une baisse de productivité liée à ça. Je ne sais pas si Eric, tu as essayé de la chiffrer, c'est quelques dixièmes, je pense que ce n'est qu'une partie minoritaire des plusieurs points, 7 points pour moi qu'on avait expliqués. Bon, non, mais pour compléter, donc je ne vais pas dire grand-chose de plus intéressant. C'est-à-dire que globalement, effectivement, sur la productivité, sur le télétravail et la productivité, là, il y a des études un peu ex-post qui essaient de prendre cela en compte. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. En gros, si c'est travaillé, ça va. Si c'est subi, ça fait des pertes de productivité. C'est aussi ça que je retiens. Mais si on veut comprendre, parce que vous avez vu avec la présentation d'Olivier ou de Sandrine, qu'il y a une singularité française. Et donc, il n'y a pas eu de singularité française sur le télétravail. Et un petit rappel, il y a à peu près que 25% des postes qui sont télétravaillables. Donc, ce n'est pas ça qui permettrait d'expliquer pourquoi on a connu une chute aussi importante en France, parce qu'il n'y a pas de singularité de ce point de vue-là. Donc, je pense que ça peut un peu expliquer, mais pas plus que cela. Sur les secteurs, mais globalement, vous voyez, ce qui est impressionnant, me semble-t-il, c'est l'industrie qui en a perdu le plus de productivité, parce qu'en gros, il y a une chute d'activité qui est bien plus violente. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a 2% d'activité de plus qu'avant la crise, ça c'est vrai macroéconomiquement dans les services, dans l'économie marchande, mais quand vous regardez dans les secteurs, vous avez des services qui sont même 4%, 5% au-dessus du niveau d'avant-crise, vous avez même des secteurs à plus 20%, d'accord, mais les secteurs dans leur globalité sont à plus 4, 4,5, d'accord, alors que l'industrie est à moins 4. Donc vous voyez, c'est ça qui est très étonnant, c'est comment on est encore en récession aujourd'hui dans l'industrie. Et malgré cette récession, d'accord, l'industrie a créé un peu d'emploi. Et donc c'est là où vraiment le mystère est complet, parce que les gains de productivité, c'était plutôt dans l'industrie qu'on les avait, qu'on ait des productivités faibles dans les services, c'est un peu tendanciel. Sandrine Cazes, vous avez quelque chose à ajouter sur le télétravail? Oui. Et ensuite on prendra une autre question du public. Non, je voulais, pour aller aussi dans le sens de ce qui a été dit, c'est que sur le télétravail, déjà c'est extrêmement compliqué, on n'a pas de définition vraiment claire de ce qu'est le télétravail. Entre le télétravail occasionnel, le télétravail régulier, le travail à la maison. Et en fait, quand on essaie un peu en tout cas au niveau international, d'avoir des études comparatives, on voit qu'il y a, selon qu'on prend ce qu'il y a dans les enquêtes emploi, qui est vraiment plutôt le travail à la maison, ou les enquêtes à nouveau des enquêtes conditions de travail, donc à nouveau de Eurofund ou autres, qui donnent vraiment définition qu'en fait le télétravail c'est tout ce qui est en fait travailler hors de chez son employeur et en utilisant un outil technologique. Bon, on a quand même des écarts déjà assez importants. Ces écarts se retrouvent aussi après dans les données qu'on utilise. Et finalement, on a essayé un petit peu de regarder, est-ce qu'on arrive à dire quelque chose sur télétravail et productivité? Et non, on n'arrive pas, on n'a pas de résultats vraiment clairs. Il y a quelques études, papiers emblématiques qui ont été faits, mais c'est en Chine ou en Inde, etc., au Japon. Et donc, finalement, c'est vrai qu'on ne... Voilà. Donc pas de lien clair, en tout cas, entre télétravail et productivité pour le moment, c'est ce qu'on retient. Oui, Olivier, allez-y. Là-dessus, un facteur qu'on n'a pas évoqué. Le principal gain du télétravail pour certaines entreprises, c'est l'immobilier. C'est-à-dire que
puisque normalement, quand on mesure l'efficacité productive, après c'est par rapport éventuellement aux immobilisations que l'on a. Et si une entreprise réduit ses mètres carrés, donc le coût de son immobilier, et qu'elle a la même production par ses salariés, dans ce cas-là, il y a un gain, alors qui est un gain one-shot, mais c'est là-dessus qu'un certain nombre d'entreprises ont fait des gains. Donc là, c'est pas un gain de productivité au sens les salariés travaillant mieux, mais c'est un gain immédiat et qui est ce que recherchent un certain nombre d'entreprises. Alors une autre question qui... Toujours sur cette question de la productivité. La productivité baisse et pourtant les entreprises font de bons résultats. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Qui veut apporter des éléments de réponse sur ce point ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qu'il faut regarder après, c'est la masse salariale. Si ce qui fait baisser la productivité, si c'est le fait qu'on a employé davantage de personnes, mais sur des emplois qui sont moins qualifiés ou moins productifs, il n'y a pas de raison nécessairement que les résultats des entreprises soient affectés. Il y aurait un effet de dégradation du côté des entreprises si c'était des emplois, si à rémunération inchangée, on avait un recul de la productivité. Mais in fine, c'est de cette variable-là que cela dépend. Et donc c'est pour ça, à nouveau, il faut bien voir quelles sont les causes derrière le recul de la productivité. Éric Heyer, je vous laisse compléter là-dessus. Oui, pour compléter, alors effectivement, quand on regarde les marges d'aujourd'hui des entreprises et qu'on les compare aux marges qu'elles avaient, alors pas en 2019, parce que 2019 est une année un peu compliquée, parce qu'il y avait le double CICE. Bon, alors peu importe, donc ça nuit un peu à l'analyse. Donc allez, on prend 2018 pour une fois comme référence. Aujourd'hui, dans le secteur privé, les marges aujourd'hui dans le secteur privé sont légèrement au-dessus de 2018, quasiment 1 point, 0,8, d'accord, dans la globalité. Mais vous avez des sous-secteurs où les marges sont très nettement au-dessus, et donc, puisque la moyenne est à 0,8, il y en a qui sont très nettement en dessous. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a une vision complètement à l'envers de ce qu'on a dit sur la productivité. On peut penser que ceux qui ont le plus perdu en productivité sont ceux qui ont le plus perdu en marge. Eh ben non. Vous voyez, quand on regarde qui a le plus gagné en marge, ben c'est l'énergie. Les marges sont 18,5% au-dessus du niveau d'avant-crise. En 2022, ce n'était pas EDF. Mais... D'accord. Et les industries agroalimentaires sont à plus 10, quasiment 9,7. Bon, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais vous voyez, c'est pourtant dans ces secteurs où on a perdu le plus en productivité. Alors pourquoi ? Sans doute parce que là, quand on parle de productivité, on regarde le volume. D'accord, de production, et on le ramène au volume d'emploi, quelque part, alors que les marges, il y a les prix dedans. Et effectivement, il y a le partage volume-prix qui est un peu compliqué aujourd'hui, puisqu'on voit des prix qui ont fortement augmenté. Donc attention, dans cette idée-là, alors peut-être que ça sera révisé, ça aussi on l'a oublié de le dire, et c'est un peu, je ne peux pas faire une conférence sans dire que potentiellement les chiffres peuvent être révisés, mais vous voyez que oui, c'est possible qu'une partie du mystère et ce partage qui est très compliqué entre la valeur et le volume, petit à petit l'INSEE le révise normalement comme les autres instituts, et qu'on ait une vision un peu moins, enfin en tout cas qui a un peu évolué par rapport à celle qu'on tient aujourd'hui. Mais attention, c'est que globalement les industries qui ont perdu le plus en productivité, c'est aussi celles qui ont le plus gagné en marge. Ça veut dire que globalement, elles ont pu aussi potentiellement garder leurs effectifs parce qu'elles ont des prix de vente qui ont fortement augmenté, donc une situation financière qui leur permet de retenir cette main-d'œuvre. On a parlé de rétention de main-d'œuvre, et donc ça n'a pas détérioré les marges. Et vous voyez, si on rentre un peu dans la logique de notre prévision, c'est une logique très vertueuse, c'est-à-dire que ce que l'on considère dans l'avenir, c'est que les salaires vont progresser, mais que les entreprises vont utiliser leurs marges supplémentaires pour ne pas augmenter leurs prix, et qu'il n'y a pas une boucle prix-salaire qui s'enclenche. Et donc, c'est que la gridflation qu'on a un peu vue au cours des derniers trimestres, gridflation, alors c'est-à-dire que c'est l'inflation, les prix de production ont augmenté plus vite que les coûts des consommations intermédiaires ou des rémunérations. Donc, c'est pas les coûts qui expliquent l'inflation, mais bien les marges, d'accord. Que ces marges soient réutilisées dans les trimestres à venir pour rémunérer un peu mieux leurs salariés sans avoir augmenté leurs prix.
Merci beaucoup. Une question dont on n'a pas parlé, c'est peut-être pour la Banque de France. Quel éventuel effet de la politique monétaire sur l'emploi? Est-ce qu'on peut imaginer que, en remontant les taux, la demande, un des objectifs, c'est de freiner notamment la demande. Est-ce qu'on peut imaginer des conséquences sur l'emploi? Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte ou pas? Alors, effectivement, c'est pris en compte. Je parlais au début de nos projections. Donc, nos projections, elles intègrent c'est un scénario dans lequel l'inflation revient à 2% en zone euro et en France en particulier à l'horizon 2025. Donc ça veut dire que d'ailleurs au niveau de la zone euro dans son ensemble, et encore plus le cas en France, ça veut dire qu'on peut revenir vers 2% sans avoir besoin d'une récession pour ramener l'inflation à 2%. Ça, c'est un premier point important qu'il faut souligner et qui est une différence. Tout à l'heure, j'évoquais les années 70. Au début des années 80, il a fallu, pour casser l'inflation, il a fallu des récessions, notamment, vous vous souvenez, aux États-Unis, où Bob Volcker a dû monter les taux d'intérêt à 2 chiffres et provoquer des violentes récessions. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Donc là, on considère que le retour de l'inflation vers l'objectif de 2% peut se faire de manière graduelle et avec une hausse limitée dans le cas de la France du taux de chômage, mais qui tient largement aussi, comme on l'a vu, à des effets un peu retardés en matière de productivité. Merci. Une autre question, ce sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière, un peu plus pointue, sur quelle est la place des CDD, intérim et temps partiel depuis la pandémie? On en a peut-être un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut redonner quelques ordres de grandeur? Est-ce que ce sont des parts surtout qui ont beaucoup évolué ou pas, ou est-ce qu'on reste finalement sur des tendances assez classique? Est-ce que vous avez quelques éléments? C'était une de mes courbes, j'en avais beaucoup. C'était une de mes courbes tout à l'heure qui montrait que la part de contrats à durée limitée, alors on agrège les CDD et les intérims là-dedans, dans l'emploi, n'avait pas augmenté. Alors elle est autour de moins de 10%, entre 9 et 10% de l'emploi, qui sont soit CDD, soit intérim. J'en profite pour signaler, parce que c'est toujours une confusion. Massivement, les nouveaux contrats sont beaucoup des CDD, parce qu'il y a énormément de contrats de quelques jours ou très temporaires. Mais après, dans le stock d'emploi dans les entreprises, il y a 90% de CDI pour 10% de CDD ou d'intérimaires. Et ça n'a pas vraiment évolué. C'est très stable, d'entre 8 et 10% depuis 20 ans. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va s'arrêter. Oui, allez-y. Il y a quand même, je trouve, un élément qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est le temps partiel. D'accord, le temps partiel est en train de baisser, donc ça va dans les éléments de qualité de l'emploi, c'est qu'on est plus à temps plein. Mais ce qui m'a un peu frappé, mais j'ai pas l'explication, c'est que normalement le temps partiel c'est essentiellement féminin, à plus de 80%. Mais là on voit la part du temps partiel chez les femmes diminuer, d'accord, et le temps partiel chez les hommes augmenter, ce qui est un peu étonnant comme tendance, mais j'ai pas l'explication. D'accord, ça converge. Je voulais revenir sur le télétravail, parce qu'on disait tout à l'heure, il n'y avait pas de... on ne peut pas dire qu'il y a plus de perte de productivité là où on télétravaille. Et j'avais un exemple, alors qui n'est pas tellement secteur privé, qui est plus secteur public, mais qui est l'hôpital. L'hôpital, ça se télétravaille assez peu, vous en conviendrez. Et il y a, depuis le Covid, alors ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, mais une baisse aussi très importante de la productivité telle qu'on peut mesurer dans l'ensemble du secteur hospitalier. C'est-à-dire les effectifs n'ont pas cessé de monter et l'activité, si on pondère le nombre de nuitées, le nombre de séjours ambulatoires, etc., l'activité globale du secteur hospitalier a diminué. Et on ne parle que de tension, et pour autant, quand on compare l'évolution de l'emploi et l'évolution de l'activité, elle montre aussi une baisse de productivité. Donc il y a aussi, au-delà de ce questionnement macro qu'on a, on peut avoir des questionnements sectoriels qui sont, je pense, qui vont nous donner du grain à moudre pendant plusieurs années pour comprendre ce qui s'est passé. Eh bien, bon courage. Et ce sera le mot de la fin. La prochaine table ronde a lieu dans une demi-heure ici même. Merci beaucoup à tous les quatre et merci à vous de nous avoir écoutés.